Je vous propose tout de suite de découvrir l'histoire incroyable du bombardier américain qui a largué par erreur une bombe atomique. 22 mai 1957, Nouveau-Mexique, États-Unis. Le soleil matinal illumine le fuselage métallique du bombardier intercontinental B-36. Les 6 hélices et les 4 turboréacteurs du gigantesque avion le propulsent dans un vacarme assourdissant à travers le ciel. Dans la cabine de l'appareil, le pilote scrute paisiblement le bleu azur qui s'étend à perte de vue. Pour cet aviateur expérimenté, le vol n'est qu'une promenade de santé. Le temps est au beau fixe, le ciel bien dégagé et le vent faible. Bien que la structure de l'avion craque et se déforme sous l'effet de la pression et des changements de température, le pilote n'est pas impressionné. C'est la routine, il a l'habitude. Pourtant, le B-36 ne transporte pas n'importe quelle cargaison. L'appareil, surnommé Peacemaker, le pacificateur, a en effet été conçu pour emporter des bombes nucléaires. Et ce matin, l'avion transporte justement une bombe thermonucléaire Mark 17. L'arme, longue de 7,50 m et lourde de plus de 20 tonnes, est le fleuron de l'arsenal nucléaire américain. Sa puissance, environ 1000 fois celle de la bombe larguée sur Hiroshima 12 ans plus tôt, est inégalée. Le B-36 a pour mission d'acheminer la bombe sur la base militaire de Kirtland, au Nouveau-Mexique, afin qu'elle y soit décommissionnée, c'est-à-dire retirée du service. Pour assurer sa sécurité, la bombe est retenue dans une soute par une chaîne massive, elle-même reliée à un câble verrouillé par un loquet. « 11h48, 500 mètres d'altitude. Après 1h20 de vol, le B-36 approche de sa destination, la base de Kirtland, à quelques encablures de la ville d'Albuquerque. Le pilote se saisit du manche, effectue un quart de tour gracieux et amorce la descente. Dans la soute de l'appareil, le navigateur Bob Carp, un des 2 militaires responsables de la sécurité de la bombe, suit à la lettre le protocole d'atterrissage. Soudain, une turbulence secoue le B-36. Dans la soute, Bob Carp perd l'équilibre. Il trébuche, puis, en une fraction de seconde, un grincement assourdissant retentit, suivi d'un claquement violent. La lumière du jour envahit la soute, dont la porte a été arrachée. Les épaisses chaînes qui retenaient la bombe thermonucléaire Mark 17 pendent à l'air libre. Le pire vient d'arriver. En trébuchant, Bob Carp a maladroitement tiré sur le câble et déclenché le mécanisme de largage de l'arme thermonucléaire. Libérée de ses entraves, la Mark 17 a enfoncé les portes de la soute du bombardier et a tout simplement plongé dans le vide. Ce 22 mai 1957 à 11h50, la plus puissante bombe thermonucléaire américaine vient d'être larguée par accident. Dick Meyers, membre de l'équipage et témoin de la scène, raconte. L'avion a perdu tellement de poids d'un coup qu'il a pris 300 mètres d'altitude. Quelqu'un a crié « Oh merde !» Puis le navigateur a surgi de la soute en disant « J'ai touché à rien ! J'ai touché à rien !» Il était blanc comme un linge. Quelques centaines de mètres plus bas, le parachute de la Mark 17 se déploie. Comme toutes les bombes de cette puissance, la Mark 17 en est équipée afin de laisser le temps à l'avion qu'il a largué de s'éloigner. Mais il est trop tard. Le parachute est incapable de ralentir la bombe nucléaire qui tombe à une vitesse vertigineuse. Au bout d'une poignée d'interminables secondes, une puissante explosion retentit. Mais aucune réaction en chaîne thermonucléaire ne survient. Car, fort heureusement, la capsule de plutonium, composant essentiel à la détonation, avait été retirée du cœur de la bombe pour le transport. Sans cette précaution salvatrice, la Mark 17 aurait provoqué un désastre d'une ampleur inimaginable. La boule de feu aurait tout ravagé dans un rayon de 34 km, rasant la ville d'Albuquerque et tuant l'intégralité de ses habitants. Le
vaste nuage radioactif se serait répandu à travers le pays. L'explosion aurait également anéanti le laboratoire Sandia, principal lieu de conception des armes nucléaires américaines, affaiblissant les États-Unis en pleine guerre froide. À sa descente de l'avion, l'équipage du B-36 est immédiatement interrogé par des hauts responsables de l'armée américaine. Après une enquête, aucun des membres de l'équipage ne subit de sanctions pour l'accident. L'affaire est classée secret défense. Mais l'accident du 22 mai 1957 n'est pas un cas isolé. Car, à plusieurs reprises, d'autres armes nucléaires ont été perdues ou larguées par erreur. Deux ans plus tard, dans la nuit du 23 au 24 janvier 1961, en Caroline du Nord, un bombardier B-52 Stratofortress, qui transporte deux bombes nucléaires Mark 39, subit une avarie en plein vol. Une fuite de carburant est détectée dans l'aile droite. Déséquilibré et incontrôlable, l'avion commence à se disloquer dans les airs. L'équipage n'a d'autre choix que d'abandonner l'appareil. Pendant ce temps, les deux bombes d'une puissance de plus de 3 mégatonnes se détachent de l'avion et s'écrasent dans un champ boueux. Alors que la première bombe s'enfonce à plus de 7 mètres dans la terre, l'autre déploie son parachute et tombe en douceur. Par miracle, aucune explosion n'a lieu. Pourtant, lorsque les démineurs arrivent sur place, c'est l'effroi. Non seulement ils ne pourront jamais récupérer la première arme profondément enfoncée dans le sol, mais pire encore. Sur l'autre, 3 des 4 systèmes de sécurité censés empêcher une explosion accidentelle étaient défectueux. En 1969, dans un document secret intitulé « Comment j'ai appris à me méfier de la bombe H » et déclassifié en 2013, Parker F. Jones, le directeur du département de la sécurité des armes nucléaires du laboratoire Sandia, écrit « Les faits sont là. Un simple interrupteur basse tension se tenait entre les États-Unis et une catastrophe majeure. » Cette nuit de janvier 1961, les États-Unis sont passés à 2 doigts d'une explosion thermonucléaire. Quant à la bombe enfouie dans le sol du champ, elle est toujours là. L'armée américaine a été contrainte d'acheter le terrain afin de protéger la zone. Mais le 17 janvier 1966, c'est l'Europe qui frôle la catastrophe. Un autre bombardier B-52 effectue cette fois-ci une mission de routine en Méditerranée. En pleine guerre froide, les blocs de l'Ouest et de l'Est s'affrontent dans une course effrénée à l'armement nucléaire. Pour riposter à toute attaque soviétique, les Américains ont mis au point un plan de défense, l'opération Chrome Dome. 12 bombardiers équipés de bombes thermonucléaires volent en permanence, prêts à frapper l'Union soviétique en cas d'agression. Le B-52, qui survole la côte au-dessus du village de Palomares en Espagne, est ravitaillé en plein vol. Mais alors que les deux avions préparent leur manœuvre, le B-52 percute le ravitailleur dont les réservoirs prennent feu. Les 2 aéronefs explosent dans le ciel. 7 personnes perdent la vie dans l'accident et 4 bombes thermonucléaires sont larguées au-dessus de l'Andalousie. La première déploie son parachute et se pose, intacte, à près de 2 km de Palomares. 2 autres s'écrasent sans parachute, explosent et dispersent du plutonium sur près de 260 hectares. La 4e bombe s'abîme quant à elle dans la mer et reste introuvable. Sobre la vertical de Palomares, 2 aviones entraron en colisión, produciéndose una fuerte explosión. Los 2 aparatos cayeron envueltos en llamas. 3 de los artefactos transportados por el B-52 fueron recogidos en tierra. Dans un premier temps, les autorités américaines nient l'accident. Mais la presse locale, puis internationale, relaie l'affaire au grand public. Acculés, les Américains confessent quelques semaines plus tard qu'ils ont perdu une bombe nucléaire.
Pendant 81 jours, des milliers d'hommes, 34 navires et 2 sous-marins d'exploration sillonnent la Méditerranée à la recherche de l'arme atomique perdue. Finalement, grâce à l'aide d'un pêcheur local surnommé Paco el de la Bomba, qui avait vu l'engin tomber, la bombe est localisée, quasi intacte, à 8 km du rivage et par 880 mètres de profondeur. Cet accident, le premier survenu hors du territoire des États-Unis, ternit la réputation des Américains et cause d'importantes tensions diplomatiques. Plusieurs pays interdisent le survol de leur territoire par des bombardiers de l'US Air Force équipés de têtes nucléaires. Malgré l'accident de Palomares, l'opération Chrome Dome continue. Et 2 ans plus tard, un autre B-52 s'écrase, cette fois-ci au-dessus du Groenland. 21 janvier 1968, Arctique. Un B-52 survole la mer de Baffin en pleine nuit polaire quand un incendie se déclare dans la cabine. L'équipage évacue l'appareil en urgence. À 15h39, l'avion se fracasse contre la banquise à quelques kilomètres de la base américaine de Thule, au Groenland, à 1500 km du pôle Nord. Les 4 bombes thermonucléaires que l'avion transporte sont pulvérisées. Leurs explosifs conventionnels détonnent et répandent des particules d'uranium, de plutonium et de tritium sur plusieurs kilomètres. Le brasier causé par les 102 tonnes de kérosène de la carcasse dessine une sinistre balafre sur plus de 700 mètres dans la glace. La contamination radioactive est sérieuse. Immédiatement, Américains et Danois lancent l'opération Crested Ice, visant à retirer la glace contaminée avant que la banquise ne fonde. Mais contrairement à l'incident de Palomares, les conditions météorologiques de l'Arctique sont atroces. Les températures oscillent entre moins 40 et moins 60 degrés, le vent souffle jusqu'à 150 km/h et la base de Thule est plongée dans la nuit polaire. L'opération de nettoyage dure 9 mois et rassemble 700 personnes, souvent sans protection adéquate, pour retirer plus de 2100 mètres cubes de glace contaminée. Elle est ensuite stockée dans des centaines de citernes pour être acheminée sur le territoire américain. Ce nouvel incident met immédiatement fin à l'opération Chrome Dome et plonge les États-Unis et le Danemark dans l'embarras. Car officiellement, le Danemark a banni la présence d'armes nucléaires sur tout son territoire. Il faut attendre la fin des années 1990 et une enquête commandée par le Parlement danois pour découvrir que les Américains stockaient bel et bien des bombes au Groenland. L'enquête révèle également que l'US Army avait initié le projet Iceworm, un gigantesque réseau de sites de lancement de pas moins de 600 missiles nucléaires cachés à plusieurs mètres de profondeur dans la calotte glaciaire du Groenland. Sous couvert de recherches scientifiques, les Américains avaient bâti un complexe militaire sous la glace. La base secrète était composée de 21 tunnels d'une longueur totale de 3 km et elle était alimentée par un réacteur nucléaire miniature. À cause des mouvements de la glace, les Américains ont néanmoins été contraints d'abandonner le projet Iceworm en 1967. Aujourd'hui, les restes de la base secrète gisent encore dans la calotte glaciaire. Finalement, les États-Unis ont officiellement reconnu 32 accidents impliquant des armes nucléaires. Mais ces incidents ne sont rien comparés aux tensions qui ont existé entre les blocs de l'Ouest et de l'Est pendant la guerre froide. De 1947 à 1991, les États-Unis et l'Union soviétique se sont affrontés sur les plans idéologiques, technologiques et militaires pour le contrôle du monde. De la guerre de Corée de 1950-1953 à la crise des missiles de Cuba d'octobre 1962 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989, les deux adversaires ont lutté sans merci. Dans une course effrénée à l'armement nucléaire, le monde a vécu pendant plusieurs décennies l'équilibre de la terreur. Au cours du XXe siècle, il a frôlé l'apocalypse.